D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, sur la question des réfugiés espagnols dans les sources des archives nationales, et singulièrement les archives du ministère de l'Intérieur, dont nous sommes responsables avec d'autres collègues, avec Marine. Donc mon objectif va être de les replacer dans un contexte historique, administratif et archivistique plus large, car pour une recherche efficiente dans les fonds d'archives, il faut souvent prendre un petit peu de recul et bien comprendre tous ces éléments qui permettent de savoir où chercher efficacement. Et nous avons à l'esprit que les recherches dans les archives peuvent être complexes, singulièrement dans les fonds du ministère de l'Intérieur. D'où le travail que nous réalisons au quotidien, et notamment Marine, au pôle intérieur. En effet, les fonds qui vont intéresser les réfugiés espagnols constituent un petit peu une galaxie de fonds, et donc une galaxie d'outils, de description, et qui peuvent paraître de plus en plus éclatés avec les usages numériques, qui permettent de naviguer par exemple de page en page. Et ça se double d'une difficulté qui est propre aux archives du ministère de l'Intérieur, comme je vous disais, puisque les réfugiés espagnols sont particulièrement présents dans ce qu'on appelle le fonds de Moscou. Et donc je pose ici peut-être un rappel pour certains, en tout cas d'informations sur ce qu'est ce fonds de Moscou, dont nous allons parler à plusieurs reprises. Il s'agit d'un important fonds d'archives françaises qui ont été saisis par les forces d'occupation allemandes en 1940 dans les services centraux de plusieurs ministères arabes, et qui ont été ensuite envoyés en Allemagne, puis saisis par l'Armée Rouge en 1945 et envoyés donc à Moscou. C'est vrai que j'aurais dû. Et donc ces archives ont été restituées seulement entre 1994 et 2001, donc aux archives nationales, mais pas seulement, également au service historique de la défense, donc les archives des armées. Et ça a produit un éclatement des fonds d'archives et un morcellement des informations qui peuvent encore rendre la recherche plus difficile. Donc les archives du ministère de l'Intérieur regroupent un grand nombre de documents qui sont utiles à l'histoire des réfugiés espagnols, puisqu'il s'agit du ministère régalien chargé des fonctions de police, au sens que l'on entend aujourd'hui de maintien de l'ordre, mais aussi au sens plus étymologique de l'administration en général. Et l'histoire de l'exil espagnol, qui est provoquée donc par la guerre civile, croise avec une acuité toute particulière l'histoire de la surveillance policière de la population, notamment à travers le fichage qui est en plein développement dans la première moitié du XXe siècle, où l'étranger est une cible privilégiée dans un contexte de xénophobie grandissante à cette période-là. Et donc, si on peut retracer le point de départ de cette volonté de surveillance des étrangers, on peut le faire remonter au décret-loi de 1888 et à la loi du 8 août 1893, qui sont décidées par une Troisième République en proie à un premier repli sur elle-même. Et ensuite, donc, les différentes... la période de mondialisation qui se développe au XXe siècle provoque des mouvements de population qui sont de plus en plus massifs, alors que des pays comme la France subissent des crises économiques, politiques ou des conflits armés aux premières décades de la Première Guerre mondiale, qui accroissent le désir de l'administration française de surveiller ces étrangers qui sont vus comme une source potentielle de menace. Et c'est le début de la tracasserie administrative qui tourmentera le quotidien des immigrés et des réfugiés, notamment dans les grandes villes, et deviendra un lieu commun des récits d'exil. Alors si à cette période-là, c'est la préfecture de police qui est plutôt à l'innovation du fichage et de la surveillance administrative policière, rapidement les services centraux du ministère de l'Intérieur s'adaptent et adoptent les méthodes de la préfecture de police. Et donc c'est la Sûreté nationale qui est également chargée du fichage des étrangers, notamment à partir de 1934. Donc vous voyez ici, sur les photographies, à quoi pouvait ressembler le fichier de la Sûreté nationale, alors à une période postérieure, 1953, car nous n'avons pas de photos datant de la période des réfugiés espagnols. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et donc j'entamerai ma présentation des fonds intéressant proprement les réfugiés espagnols par tout ce qui concerne la surveillance administrative, c'est-à-dire un petit peu le volet préventif du travail de la police.
car quand les réfugiés espagnols commencent à arriver en France à partir de 1936, tout étranger doit avoir sa carte d'identité depuis 1917, c'est obligatoire. Et pour cela, ils remplissent des formulaires en préfecture qui sont ensuite transmis au niveau central, au ministère de l'Intérieur. Et c'est ainsi qu'à partir de 1935, tout ce qui remonte des préfectures est centralisé au sein du fichier central de la Sûreté. Fichier central de la Sûreté qui, comme je vous l'ai dit, saisi par les forces allemandes en 1940. Et donc, vous trouverez des réfugiés espagnols dans ce fonds, le fonds du fichier central de la Sûreté, dit fonds de Moscou, jusqu'en 1940. Il y a un deuxième fichier qui prend la suite pour la période plus proprement, qui intéresse plus proprement la période de Vichy, et qui est également dans mon fonds. Donc ça, c'est un petit peu pour poser le cadre de la surveillance des étrangers. Mais en ce qui concerne les Espagnols, il y a évidemment une spécificité qui est l'afflux proprement massif de population, et qui donc a généré une prise en charge différenciée, et ainsi des traces archivistiques aussi spécifiques. Donc, face à l'afflux massif, la même logique de traçage des étrangers et de fichage est appliquée, mais étant donné la création à partir de 1938 des camps de réfugiés, il y a un véritable recensement qui est organisé à partir de ces camps. Et donc on a une logique entre donc les listes de recensement qui sont faites dans les camps, la fiche individuelle qui est générée pour chaque personne, et un dossier qui est également alimenté au fur et à mesure du parcours de l'individu. Et chaque fiche permet d'être une clé d'entrée vers les dossiers. Aujourd'hui, nous ne conservons plus tous les dossiers. Au vu du nombre de réfugiés espagnols arrivés en France, on peut dire que c'est très clairement incomplet. Voilà, donc tout ça se trouve dans le fonds de Moscou, fichier de la Sûreté, et fonds de la partie Vichy. Mais les camps ont également généré des sources administratives spécifiques. Nous avons par exemple tout ce qui concerne les inspections qui étaient réalisées, puisque à partir de 1940, donc, les camps quittent le giron du ministère de la Guerre pour entrer dans celui de l'Intérieur. Et il y a une inspection générale dont nous conservons les archives, et vous voyez ici quelques photos qui ont été prises au camp de Rixat. Parallèlement à cela, au vu des conditions d'accueil déplorables dans les camps, des questions humanitaires se sont posées, et donc des fonds plus proprement consacrés à ce sujet peuvent aussi exister, et je laisserai Marie nous en présenter une autre. Mais le recensement et l'identification des étrangers intervient aussi dans un contexte de guerre où la main-d'œuvre vient en manquer, et les Espagnols vont être dirigés vers les endroits de l'économie où l'on a besoin d'eux. Et c'est pourquoi nous avons des fiches, puisque la Sûreté les recense et tente de capter cette main-d'œuvre et génère des fiches individuelles d'individus recensés pour qu'ils intègrent les compagnies de travailleurs étrangers. Donc là encore, je laisserai Marine vous en parler plus en détail. Et je précise en complément qu'un comité pour l'étude de l'intégration des réfugiés espagnols dans l'agriculture française a aussi été créé. Donc voilà, réfléchir à la façon dont les Espagnols pouvaient travailler dans l'agriculture en France. Et qui pourront aussi être consultés par cette. Donc là, en plus de toute cette organisation du fichage des étrangers en France, un autre outil du contrôle de la population étrangère est la définition donc, de la nationalité qui se met en place à ce moment-là, et donc la définition de ce qu'est le groupe des nationaux et les autres qui peuvent cependant entrer dans la nationalité française via la naturalisation. Et nous conservons également aux archives nationales beaucoup donc, de dossiers de naturalisation. Là-dessus, il y a pas mal d'instruments de recherche qui existent, donc je ne m'attarderai pas énormément là-dessus. Voilà, donc là, ici, vous avez quelques photographies qui sont dans mon fond de travail des Espagnols dans l'agriculture, ainsi que le modèle d'une fiche individuelle d'individus recensés en vue d'intégrer les compagnies de travailleurs étrangers.
L'autre volet de l'action du ministère de l'Intérieur, en lien avec les réfugiés espagnols, c'est le contrôle judiciaire, et donc le volet punitif, on peut dire, et également l'aspect renseignement. Donc une caractéristique très forte de ce groupe de population, c'est évidemment son engagement politique marqué, qui est la raison même de son immigration. Et donc les autorités françaises sont d'autant plus méfiantes envers leur militantisme et le risque politique qu'elles peuvent susciter. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la période jusqu'à la chute du régime de Franco. Donc, en plus de cette surveillance politique, il y a aussi une partie purement droit commun, puisque la vie des réfugiés espagnols peut ne pas être, et leur condition de vie ne pas être très évidente, sachant que la limite entre le droit commun et la surveillance politique n'est pas facilement identifiable et les limites sont assez floues. Donc on peut retrouver des réfugiés espagnols dans les fonds de ce qu'on appelle les dossiers criminels, des dossiers individuels par personne et des dossiers d'enquête dans le fichier criminel pour la période antérieure à 1940 et dans ce qu'on appelle le fichier des 15 000 pour la période postérieure à 1940. Le fichier des 15 000, ce sont des dossiers de police judiciaire qui ont été classés par type d'affaires. Chaque type d'affaires, chaque thématique, en fait, a un numéro commençant par 15 000. Donc, les réfugiés espagnols sont dans cette masse qui ne concerne pas nécessairement tout. Et je précise aussi que donc, ces dossiers ont été transmis par les services régionaux de police judiciaire. Et donc, si l'on recherche des documents de ce côté-là, cela pourra être complété par des archives dans les AD sièges de région, puisque les RPJ pourront aussi avoir des archives sur le sujet. Nous avons également tout ce qui concerne la presse en langue étrangère, qui était également l'objet d'une surveillance accrue. Et le ministère de l'Intérieur en fait, a pu censurer beaucoup de journaux publiés en langue étrangère, comme la loi, les permettait. De même, les renseignements généraux ont alimenté régulièrement, par les notes blanches qu'ils rédigent, les dossiers consacrés aux mouvements politiques d'origine étrangère et pas seulement espagnole. Et donc ces dossiers sont également disponibles et sont complétés par des dossiers qui ont pu remonter jusqu'au niveau du directeur du cabinet de la police lorsque les affaires avaient une importance majeure. Voilà, les dossiers ont pu arriver jusqu'au niveau du cabinet. Tout cela peut concerner donc la période 1944-1988. Donc j'ai choisi de m'attarder un petit peu moins sur les sujets, du moins sur les fonds où les réfugiés espagnols pourraient être intégrés à des ensembles plus larges du type résistant ou tout ce qui peut concerner les archives de la déportation, puisque sur ces sujets-là, les instruments de recherche existent et sont assez bien connus. Il y a des sources assez exhaustives là-dessus. Je laisserai également Marine vous présenter des éléments, des instruments plus précis sur les fonds que je vous ai présentés ici. Donc c'est un aperçu un petit peu condensé auquel j'ai essayé de donner cohérence parce que, comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses qui sont assez éclatées. Donc là, il s'agit uniquement de ce qui a été centralisé au ministère de l'Intérieur, mais il faut évidemment voir que la plupart de ces choses émanent des préfectures. Et donc, il faudra, tout chercheur qui s'intéresse à ces sujets-là et qui serait intéressé par un milieu plus local, devrait aussi pouvoir consulter des choses au niveau des archives départementales, notamment, série M ou W pour la préfecture. Et je précise également que si nous nous sommes concentrés ici sur les archives du ministère de l'Intérieur, il y a aussi des sources très intéressantes et également très sous-estimées. Du côté des archives aux archives nationales, des archives des services sociaux, du ministère du Travail ou de la Santé, dont les noms ont pu varier au cours du temps. Et nos collègues en charge des archives de ces ministères-là ont rédigé un état des fonds des ministères sociaux spécialement sur les politiques migratoires et démographiques, qui vient d'être finalisé.
Donc vous trouverez également sur cette ressource beaucoup de choses intéressant les réfugiés espagnols et permettant de compléter les fonds plus propres à la police que nous concernant. Voilà, je laisse désormais l'avis. Merci. Bonjour Marie Garnier. Alors je vais rentrer un peu plus en détail dans les fonds qui peuvent vous intéresser pour constituer des parcours de réfugiés espagnols pour la période 36-50 environ. Donc on va s'attarder sur certains des fonds que Julie a mentionnés à l'instant. En tout premier lieu, le fameux fichier central de la Direction de la Sûreté nationale. On l'appelle parfois fonds de Moscou par métonymie. En réalité, c'est une petite partie des archives restituées par la Russie à la France en 1994. Il se trouve que c'est un gros ensemble qui nous a été rendu, plusieurs kilomètres linéaires, qui est conservé à Pierrefitte-sur-Seine. Donc, le fichier central de la Direction de la Sûreté, c'est un outil de fichage utilisé par les policiers de la Sûreté nationale, qui ne concerne pas du tout que les réfugiés espagnols, mais il se trouve qu'il y a un assez gros volume qui les concerne directement. Donc c'est un ensemble de plusieurs milliers de boîtes qui nous sont revenues de Russie. Vous avez ici une photo du décèlement des camions qui sont arrivés à Fontainebleau d'Archives nationales en 1994. Et c'est des dossiers qui sont des dossiers individuels par personne, qui vont concerner tout type de motifs. Il y a des motifs de police administrative, des demandes de passeport, des demandes de visa, des mesures administratives qui s'appliquent aux étrangers, donc l'expulsion par exemple, l'internement administratif, et puis les signalements de déplacement d'étrangers sur le territoire français aussi. Donc ça c'est un fonds qui est énorme, qui est très riche et qui a été entièrement indexé, c'est-à-dire qu'on a relevé tous les noms qui figuraient sur les dossiers entre 2019 et 2022 environ. C'est une opération qui a été menée par des collègues aux Archives nationales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé de ces listes manuscrites fournies par les archivistes russes, qui ont, eux, fait tout ce travail de relever, ils ont listé chacun de ces dossiers à la main. Nous, on est reparti de ces listes russes, on les a transformées en inventaire individuel, en inventaire nominatif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous cherchez un dossier individuel, vous tapez le nom de la personne qui vous intéresse dans la barre de recherche des Archives nationales. Et s'il existe un dossier au nom de cette personne, vous trouvez le numéro de dossier. Donc ça, c'est vraiment une des avancées majeures dans l'accessibilité, dans la mise en accessibilité de nos archives ces dernières années. Et comme l'évoquait Julie à l'instant, on a un autre fonds qui répond à ce fameux fichier central de la Direction de la Sûreté, qu'on appelle un peu familièrement le fichier central de Vichy. En réalité, son vrai nom, c'est le fichier central de police administrative. Il est ouvert sous Vichy. C'est un fichier en fait qui vient, il faut que je fasse un petit point d'histoire sur ce qui est arrivé à ces fichiers pour qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne. Le fichier central de Moscou, celui dont on vient de parler, il était conservé dans les locaux du ministère de l'Intérieur en fait. C'était un petit travail quotidien pour les policiers. Sauf qu'en 1940, donc les Allemands viennent, comme le disait Julie, ils se saisissent de ce fichier en entier, ils l'emmènent à Berlin, ils travaillent dessus et ils s'en servent comme un outil de fichage de la population, d'un outil de répression. Et c'est des documents qui donc restent à Berlin jusqu'à ce que les bombardements s'intensifient trop. Ils sont ensuite déplacés en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, là où les Russes les récupèrent, les emmènent à Moscou et les gardent, et les traitent, et les inventorient et les numérotent pendant 50 ans. Et donc pendant ce temps-là, la police française, elle n'a plus son outil de travail. Elle n'a plus ce fichier qui lui permet de suivre la population de près. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence un nouveau fichier, elle recommence à ficher les personnes, mais à Vichy cette fois-ci, parce que les ministères ont quitté Paris. Et donc elle se reconstitue en fait une base de travail, un outil de travail. Donc ce fichier central de police administrative ouvert sous Vichy, qui vient remplacer le fichier perdu de la Direction de la Sûreté, on le conserve aussi aux Archives nationales, et c'est un ensemble qui est très difficilement interrogeable, parce que nos inventaires sont très imprécis. Vous voyez ici à gauche, les inventaires en fait, permettent seulement d'accéder à des intervalles de noms de famille de personnes fichées. C'est-à-dire que vous allez avoir la boîte 1 qui concerne seulement cet intervalle-là qui apparaît à l'écran de noms de famille, de A, CH à BAD. Et donc ça, c'est pas du tout pratique parce que les personnes qui se lancent dans une démarche de recherche nominative
sur notre plateforme passe complètement à côté de cette source, d'autant plus qu'elle n'est pas si bien connue par les chercheurs. Or, c'est une source qui est très intéressante, elle est très riche, c'est que de la police administrative, donc il n'y a pas de police judiciaire, il n'y a pas d'enquête sur des personnes qui auraient commis des crimes, par exemple. Il n'y a pas cette notion aussi de renseignement sur les personnes. On ne va pas aller faire des enquêtes sur des personnes soupçonnées d'avoir fait des choses. Là, il s'agit vraiment de rapport des personnes à l'administration, c'est-à-dire qu'on réagit à des demandes de visa, on réagit à des demandes de carte d'identité de commerçants étrangers, par exemple, et aussi on recense toutes les occurrences d'internement administratif, d'intégration dans les compagnies de travailleurs étrangers. Donc tous ces motifs-là vont se retrouver en masse dans ce fichier qui est vraiment gigantesque. C'est un fichier qui... On ne sait même pas exactement combien de dossiers il contient, entre 500 000 et 1 million, c'est un travail qui est en cours. Et comme on n'a pas... Voilà, vous voyez, les inventaires sont assez imprécis, on n'a pas de liste plus précise. On a commencé cette année à se lancer dans un travail d'indexation plus précis. On a dû choisir une lettre par laquelle commencer. On n'a pas commencé par le A mais par le G, ce qui nous arrange beaucoup ici pour les réfugiés espagnols, puisqu'il y a plein de familles qui vont être concernées et qui vont revenir fréquemment. Le G nous permettait aussi de couvrir un ensemble d'autres populations qui figuraient dans ce fichier-là, donc c'est un choix qui a été guidé par cette réflexion-là. Et donc ce travail sur la lettre G du fichier central de Vichy nous permet de voir à quel point les Espagnols de la Retirada sont présents dans ce fichier. C'est vraiment une énorme masse. On voit, c'est une énorme proportion plutôt des motifs d'ouverture qui vont concerner l'enterrement des camps du Sud-Ouest, les évasions aussi des compagnies de travail étrangers. Voilà. Donc ça, c'est un travail en cours qui est vraiment titanesque. Aux Archives nationales, en se lançant sur cette seule lettre G, on est plusieurs agents, on est, je dirais, 6-7 personnes à travailler sur cette indexation, dont une personne à plein temps qui a été recrutée exprès. Et on espère, au bout d'un an, arriver à la moitié de la lettre G. C'est vraiment un travail énorme qui va utiliser des années. On ne va pas mener de manière systématique parce qu'on ne peut pas se concentrer à ce point. On espère faire une lettre, la donner comme exemple un petit peu pour vous ouvrir les possibilités de recherche, pour que les gens pensent à aller chercher dans ce fichier. Et on continuera ensuite au fil de l'eau à un rythme qui nous sera permis dans les urgences du quotidien, si je peux dire. Mais voilà, c'est vraiment un fond que je vous invite à venir consulter. Je vais devoir accélérer un petit peu. Donc là, je vous ai parlé du fichier central de la direction de la sûreté conservé pendant 50 ans à Moscou, fichier central de Vichy, donc d'un fonds qui a été spolié par les Allemands et conservé par les Russes, et d'un fonds qui, comme le fichier central de Vichy, n'est jamais parti de France. En fait, c'est des archives qui ont toujours été conservées en France. Et là, le troisième fonds dont je m'apprête à vous parler, c'est en fait un fonds mixte. C'est un fonds qui en partie a été spolié et en partie est resté en France. Et c'est là que ça se complique beaucoup pour les personnes qui font des recherches, parce que, évidemment, tout à l'heure, je vous disais, les Allemands sont arrivés dans les ministères à Paris. Ils ont pris possession d'une partie de la documentation disponible au sein du ministère. Ils ont pris des choses qui étaient dans les armoires de certains bureaux, dans certains greniers, dans certaines caves, mais ils n'ont pas tout pris. Il y a des choses qu'ils ont laissées, parce que ça a échappé à leur vigilance, parce qu'ils ont estimé sur le moment que ça ne les intéressait pas. En tout cas, les archives du ministère de l'Intérieur de cette époque, elles sont vraiment scindées en deux. Et elles sont rentrées aux Archives nationales du coup, dans des conditions différentes. La partie Moscou, elle est rentrée en 1994. La partie restée en France, elle est rentrée dans les années 50. La partie Moscou a été traitée par des archivistes russes, et nous, on s'efforce maintenant de comprendre comment ça a été traité. Alors que la partie restée en France, elle a été traitée tout de suite par des archivistes françaises qui ont une méthodologie bien différente. Donc il y a vraiment un enjeu de mise en cohérence de ces fonds qui sont un peu disloqués. Et justement, cette dislocation des fonds, elle mène à une méconnaissance d'une partie des fonds, qui est pas... Ça peut être parfois la partie Moscou, ça peut être parfois la partie en France. En tout cas, il y a vraiment des chercheurs qui connaissent plutôt l'un, des chercheurs qui connaissent plutôt l'autre. Ici, je vous donnais par exemple l'exemple que vous voyez ici derrière. Les cotes que vous voyez, la cote F7 14731, c'est la cote qui concerne le camp d'Argelès-sur-Mer pour ce qui concerne les archives restées en France. La cote que vous voyez en dessous, 1994, c'est la cote qui concerne le camp d'Argelès et les archives spoliées et conservées à Moscou. On voit que depuis 15 ans, le nombre de demandes est complètement disparate, alors qu'il s'agit vraiment des mêmes documents simplement conservés dans des codes.
Donc il y avait vraiment un enjeu de raccordement de ces fonds. Donc la première démarche qu'on a entreprise, c'est de faire un inventaire qui permet de remettre ensemble ces codes qui avaient été pas connus comme étant cohérents, le sont pourtant. Donc on a fait ce travail d'inventaire-là. On décompte environ 650 dossiers éparpillés dans une quarantaine de codes différentes et qui concernent l'exil républicain espagnol. Donc cet inventaire-là, je vous ai mis le lien à la fin du PowerPoint. Il permet de faire un peu un tour d'horizon des archives de cette direction du ministère de l'Intérieur qui s'appelle la direction de la police du territoire et des étrangers, qui traitait très directement de l'accueil, de l'hébergement, de l'environnement, du contrôle de la population réfugiée en France avec la retirade. Ça, c'est pour vous donner un peu un exemple. L'inventaire, comme il se présente, en fait, il permet d'intercaler des cotes de F7, c'est les archives restées en France, et des cotes en 1994 0 et un numéro, qui sont les codes de Moscou. Ça permet de les mettre vraiment côte à côte pour qu'on comprenne qu'il s'agit de la même chose. Et dans ce travail d'inventaire qu'on a réalisé, dans ce travail d'exploration de ces fonds franco-russes, si on peut dire, il nous est apparu qu'il existait plusieurs corpus cohérents de documents qui sont en fait les mêmes typologies de documents mais conservés dans des boîtes éparpillées parce que les archivistes russes avaient une méthode de travail bien à eux qui fait que des documents strictement similaires peuvent se trouver dans 3, 4, 5, 10 boîtes. Donc on a identifié ces corpus de notices individuelles de réfugiés espagnols. La première typologie que vous voyez à l'écran, c'est des fiches qui répondent à une demande du ministre de l'Intérieur qui, le 6 février 1939, ordonne à tous les préfets de recenser les Espagnols présents sur leur sol, hébergés, c'est le terme, sur leur sol, pour faire comme une sorte de cliché instantané de la présence espagnole en France en février 1939. Donc c'est ces fiches-là que vous voyez qui sont, si vous regardez de près, vous voyez notices individuelles à établir au moment de l'arrestation, en haut. Parce qu'en fait, les policiers de l'époque travaillent avec la documentation qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, ils arrêtent les gens. Après, ils utilisent des formulaires d'arrestation parce que c'est ce qu'ils ont en masse dans leur commissariat. C'est pas un formulaire qui est dédié aux réfugiés espagnols. Et du coup, ils sont considérés comme une population à surveiller. Enfin, c'est aussi parlant cette réutilisation de ce type de formulaire-là. Donc ça, c'est le premier ensemble cohérent qu'on a repéré dans le fond. Le deuxième, c'est un ensemble de fiches individuelles de réfugiés espagnols incorporés dans la compagnie de travailleurs étrangers. Ça aussi, ça répond à un décret-loi du 12 avril 1939 qui ordonne la mise au travail par le biais des compagnies de travailleurs étrangers des étrangers estimés oisifs sur le territoire français. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure sur cette typologie-là. Et puis, dernière typologie, c'est ces fiches un peu plus simples qui permettent de recenser les réfugiés espagnols incorporés dans l'agriculture ou l'industrie, c'est-à-dire embauchés par les patrons dans les secteurs où il y avait un besoin fort de main-d'œuvre, dans l'agriculture, les vignobles, l'assèchement de marais, la réalisation de routes, l'armement de guerre aussi. Voilà, donc c'est aussi un autre ensemble qu'on a aux archives nationales. Et donc la définition de ces trois corpus, il me semblait que c'était important que ces documents-là soient accessibles de manière encore plus centralisée, de manière encore plus simple, puisque comme je vous le disais, ces documents sont répartis dans plein de boîtes différentes. Donc les personnes qui viennent aux archives nationales faire des recherches, c'est pas évident pour elles par chercher, puis s'ils cherchent quelqu'un dans le département par exemple des langues qu'on voyait tout à l'heure, une personne peut avoir 5, 6, 7 boîtes à les consulter. Donc ça me paraissait important de pouvoir répondre à la demande nominative et donc de relever les noms des personnes qui figurent sur les fiches. Donc pour ça, on est passé par une plateforme qui s'appelle Girophare, qui est une plateforme développée par les archives nationales qui permet aux archivistes de déposer des lots d'images d'archives numérisées et qui permet à des bénévoles, à des volontaires, à des personnes que ça intéresse de venir relever les noms des personnes et puis de relever un ensemble de champs aussi sur le formulaire qui peuvent être intéressants. Comme par exemple le métier, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu de vie de toutes ces personnes. Donc pour des raisons purement techniques, le premier corpus qu'on a traité, c'est le corpus qui avait trait aux compagnies de travailleurs étrangers. C'était le plus petit corpus qu'on avait, donc ça me paraissait bien de commencer à tester sur ce corpus-là pour solidifier notre méthodologie. Les contributeurs et bénévoles ont répondu présents en masse. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous dans la salle qui ont connaissance de cette initiative. En tout cas, on a eu beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes qui sont venues participer au projet, ce qui nous a permis en seulement 3 mois de compléter en fait l'ensemble du corpus.
Et si vous ne connaissez pas la plateforme, enfin, voilà, c'est assez simple, ça se présente de cette manière. Vous avez d'un côté l'image du document numérisé, de l'autre un formulaire. On définit, nous archivistes, on définit les champs qu'on veut cataloguer. Donc il est assez simple de prendre le pli et de commencer à renseigner les informations. On a fait un formulaire qui est bilingue, franco-espagnol, pour permettre aussi aux personnes directement concernées par cette histoire-là de la retirada et qui vivraient aujourd'hui outre-Pyrénées, de s'impliquer aussi dans le projet. Et on a constaté la présence parmi nos indexeurs bénévoles d'Espagnols, donc on était très content de voir que voilà, c'était une initiative qui arrivait à porter de cette manière-là. Et donc une fois que tous les documents qu'on a versés sur cette plateforme ont été indexés, nous ce qu'on retire c'est une grande base de données, en fait on exporte le tout et ça se présente sous forme de base de données. Donc là il faut faire un peu d'harmonisation, de correction pour aplatir un peu les noms de lieux par exemple, être sûr qu'on a la bonne orthographe des noms de lieux, des noms de personnes aussi, pour être absolument certain de permettre aux personnes de retrouver leurs aïeux. Cette base de données, c'est une base de données d'environ 7000 noms. C'est pour ça que c'est pas un énorme corpus, mais c'est déjà un début. Et cette base de données-là, elle nous permet de faire des inventaires nominatifs. Je sais ce que j'ai fait là. Oui, super. Donc aujourd'hui, ça c'est la barre de recherche des archives nationales. Quand vous tapez un nom ici, normalement vous arrivez très rapidement sur la fiche de la personne avec l'image accrochée et une description avec les différents champs qui ont été renseignés. Donc ça c'est un des premiers corpus pour lesquels on arrive enfin à donner un accès à une clé d'entrée nominative. Et puis une autre chose qu'on peut faire aussi avec ces données sous forme de tableur, c'est de la cartographie, au moins visualiser un petit peu les résultats de ce travail qui a été effectué. Donc ici, la carte qu'on a réalisée, c'est une carte qui montre en jaune les lieux de naissance des personnes qui ont fait part, qui ont été incorporées dans les compagnies de travailleurs étrangers, et en rouge, c'est le lieu dans lequel ces personnes vivaient en France pour faire étaient stationnées avec leur compagnie de travailleurs étrangers. Et ça aussi, je vous ai mis le lien dans le PowerPoint, s'il est diffusé après. Mais c'est une carte qui est interactive, c'est-à-dire que chaque point, on peut cliquer dessus, on peut voir quelle personne ça concerne. Et puis, côté français, côté lieu d'hébergement, internement, pareil, on voit les concentrations de personnes qui révèlent en fait la présence d'une compagnie, puisqu'on a tous les points qui sont agglutinnés. Là aussi, on peut on peut aussi avoir accès au nom des personnes qui sont répertoriées dans un lieu à un moment donné. Voilà. Je cours un peu parce que le temps en file. En guise de conclusion et sans trop de transition, voilà, je vais présenter un peu les travaux qui ont été faits pour donner un accès nominatif aux archives. C'est des travaux qui se poursuivent, qui vont se poursuivre encore pendant quelques années, je pense, avant qu'on arrive à un résultat un peu plus complet. Mais en parallèle, on a aussi des travaux qu'on mène avec des chercheurs-chercheuses. En l'occurrence, je vais vous parler très rapidement de ce projet qui s'appelle le Carexil FR. On réalise aux Archives nationales, qui est réalisé par Mercedes Fusta et Martha Lopez-Izquierdo, qui sont chercheuses à Paris 8. Donc on rejoint des établissements voisins des Archives nationales, donc on a la chance de pouvoir travailler ensemble assez régulièrement. Et là, elles ont mené un travail sur un fonds conservé aux Archives nationales qui s'appelle le fonds de la Commission d'aide aux enfants espagnols réfugiés en France, qui est un autre fonds rapatrié de Russie, qui est conservé chez nous et qui est constitué de 9 boîtes, c'est assez peu. Et en fait, c'est des boîtes qui sont déjà des grosses boîtes, plus grosses boîtes que celles dont on parlait tout à l'heure, et qui sont quasi exclusivement constituées de lettres de réfugiés adressées à cette commission d'aide. Donc c'est des demandes, en fait, des demandes d'aide matérielle très concrètes, de nourriture, de vêtements, de livres scolaires pour les enfants. Et c'est des demandes qui émanent parfois des enfants eux-mêmes, parfois de leurs parents, enfin de leur mère souvent. Il y a aussi des très beaux dessins dans ce fond, enfin, c'est un fond qui est très, très émouvant. Il y a aussi on a des empreintes de pieds. Les mères posaient le pied de leur enfant sur une feuille de papier et découpaient le contour pour indiquer la pointure de leur enfant, puisqu'elles étaient parties depuis trop longtemps pour connaître encore la pointure de leur enfant. Voilà, donc il y a ce magnifique fonds aussi qui existe aux Archives nationales, qui a fait l'objet d'un très beau travail de ces deux chercheuses dont je vous parlais. Et qui présente aussi l'avantage du travail qu'elles ont réalisé, qui permet aussi de cartographier en fait, les lieux d'accueil des enfants. Donc, sur le site du projet Carexil, j'ai mis le lien ici,
Vous avez un très bel atlas avec les lieux d'internement et d'hébergement des enfants, aidés par l'association, par la commission des enfants espagnols réfugiés en France. Je vous ai mis un deuxième petit document, je ne sais pas si vous êtes très bien vu là où vous êtes, mais c'est une lettre d'un enfant espagnol interné à Argelès qui signe, doute son dessin, qui signe avec son numéro de baraque à Argelès. Voilà, c'est un tour d'horizon un petit peu décousu, pas tout à fait complet, mais en tout cas c'est une porte d'entrée vers les fonds des archives nationales et les fonds du ministère de l'Intérieur en particulier. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions plus précises, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des précisions. On est ravis de pouvoir vous aider si besoin.